Tonekes, bonjour. Ahmed Arikma, bonjour. Amis téléspectateurs internet, bonjour. La forme? Ça va. On dirait pas? Un peu de fatigue, mais ça peut aller. Ça va. Allez, Laurent Roland Tonekes, on démarre ce matin par le quotidien. Il s'agit bien, du quotidien Le Palmarès qui écrit, annoncé à Lobogo le week-end prochain, Yayi attaque Rumpé dans son fief. Le président des démocrates, pas encore prêt pour la cohésion de l'opposition. Non, vous savez... Pas tousser. Excusez. Non, je ne sais pas si Bonia y aura un discours pour attaquer Paul Rumpé, parce qu'à l'heure actuelle, je crois qu'il travaille à une certaine cohésion au sein de l'opposition. Est-ce que Bouniaï va continuer, peut-être pas attaquer dans une certaine mesure, pour créer plus de distance entre son ancien ministre et lui? On attend de voir. Son ancien ministre devenu par la force des choses son président du parti, et qui a réussi à l'éjecter du parti. Est-ce qu'il va l'attaquer? On attend de voir. Toujours est-il qu'il va falloir faire très attention aux discours ces derniers temps-ci, parce que les discours qui ne contribueraient pas à créer cette sorte de cohésion vont davantage créer la scission, et puis ça permettra peut-être au camp adverse de gagner, parce que dès lors qu'il n'y aura pas l'union entre les partis d'opposition et que ces partis ne réussiront pas à parler d'une même voix, je crois que ce serait un terrain assez favorable pour le camp adverse. Donc Bouniaï doit pouvoir faire très attention par rapport à tout discours qu'il pourrait prononcer désormais, parce qu'on a pu voir tout récemment, il y a quelques jours, concernant le code électoral, ils se sont retrouvés autour d'une même table pour dénoncer. Et donc, partant de ce fait, espérons qu'il n'ait pas un discours qui davantage repose sur Paul Rumpé. Parce qu'il faut quand même préciser qu'en soi, le fait voilà, de parcourir peut-être on va dire quoi, les contrées, les différentes régions et localités du pays n'est pas enfin condamnable. Aller dans le fief eh bien, de Paul Rumpé en soi ne constitue pas une attaque, puisque dans la réforme il y a un du bémol. système partisan, Laurent Roland Tonekes, ce qui est souhaité justement, c'est d'avoir de grands ensembles qui sont représentés un peu partout, sinon partout sur le territoire national. Donc les partis sont censés aller vers eh bien, on va dire quoi, leurs membres qui se trouvent dans chaque contrée du pays. Donc en soi, enfin, j'estime qu'il ne s'agit pas d'une attaque. Après, c'est dans le discours. C'est ce que je dis, c'est ce que je n'ai pas du discours. Se rendre à Lobogo, ce n'est pas un problème. En soi, ce n'est pas un problème. Bouniaï est un Béninois, il a été président du Bénin, donc il a libre d'aller dans toutes les régions. Mais un bémol, parce que vous parlez de fief de Paul Rumpé. Oui, enfin, c'est ce que dit le palmarès. De quoi parlons-nous? Enfin, voilà, qu'on ne le veuille pas, je le dis, et c'est ce que je dis pour les formations actuelles, UP, le renouveau et BR également, c'est qu'il y a l'aura du chef à un moment donné qui a favorisé un certain Paul Rumpé est devenu maire de Bopa, et puis après, finalement, un ministre de la République. Et donc, mais après ça, il a tout fait pour être président du parti FCBE. Il est allé aux élections, il n'a pas réussi à se faire élire dans sa localité. Donc, est-ce que c'est son fief? Ce n'est pas son fief. Malheureusement, parce qu'il aurait pu réussir à être conseiller communal et maire de cette localité, où on aurait pu dire oui, au moins que c'est son fief. Voilà. Malheureusement, c'est un Bopa, le Bogo de reste peut-être politiquement parlant un terrain neutre pour oui, on dira que le BR a réussi à avoir quelques voix là, le Libre Renouveau, mais quel est le taux de participation? Donc je pense que c'est un terrain à 60% vierge qu'il faut conquérir dans une certaine mesure. Donc oui... oui, les démocrates font bien d'aller là-bas. Oui, voilà. Ce n'est pas une attaque en tant que telle. Voilà. Même si c'était son fief, ce n'est pas une attaque. Ils sont libres d'aller là où ils veulent. Seulement que, je le dis, il faut que tous les acteurs, que ce soit du côté de la mouvance ou de l'opposition, que le discours soit revu, que ce ne soit pas des discours incendiaires, que ce ne soit pas des discours qui sèment ethnocentriques, régionalistes à la limite. Non, on ne veut pas de ces discours. On veut des discours qui consolident et préservent la paix. On veut des discours qui appellent au travail. On veut des discours qui proposent une nouvelle alternative assez crédible, bien évidemment, pour le peuple béninois. On veut des discours qui créent les conditions en toi, qui encouragent les gens ou bien à davantage
entreprendre, pour créer de la richesse et de l'emploi dans le pays. C'est de ça que nous avons besoin. Allez, on reste avec l'opposition, mais on change de quotidien. Nassiara, cette fois, qui écrit Laurent Roland Tonekes, primaire au sein des démocrates du Bénin. Les prétendants qui s'annoncent, et on peut voir les photos justement des 10 prétendants. Non, je crois qu'au niveau de toutes les formations politiques, avec le schéma que nous avons, on aura droit à des primaires, parce qu'il est clairement dit qu'aucun élu ne peut soutenir un candidat autre que celui de sa formation politique ou de son courant politique dans une certaine mesure. Et quand on regarde du côté de l'opposition, le Parti des démocrates qui a réussi à avoir 8 députés, le seuil qu'il faut avoir en termes de parrainage pour avoir un candidat, cela suppose qu'au sein de cette formation politique, il y aura certainement des primaires pour voir qui va prendre le dessus pour être président candidat à la présidentielle de 2026. Mais je regarde un peu, en dehors de ces trois visages que nous voyons à l'écran, il y a d'autres noms qui circulent également. Mais toujours est-il que moi... Au sein de l'opposition ? Oui, au sein de l'opposition, mais je pense sincèrement qu'il va falloir miser beaucoup plus sur l'expérience, miser sur la tempérance, miser pour la maîtrise de certains sujets d'État, et donc dans certaines mesures. Et quand on regarde ça, avec les trois, on voit clairement qu'il y a quelqu'un qui a une certaine avance par rapport aux deux autres. Personnellement, je ne serai pas mon candidat, je ne suis d'ailleurs pas de sa fonction politique, mais je pense que si ça ne tenait qu'à ces trois-là, je pense que quelqu'un là... Mais pourquoi peinez-vous à dire qu'il s'agit du chef de file de l'opposition? Je suis... Non, mais... vous empêche de donner son nom? Rien ne m'empêche de le dire. Mais voilà, non, pas que les gens me disent que après que je fais de la campaine pour... C'est vrai que moi, je décris le cadre, je décris le cadre, et je permets à chaque Béninois à la maison de tirer les conclusions. Il ne faut pas qu'on dise que Laurent, sur son plateau, a fait campagne pour Éric Ngoundété. Quand même, je vois que oui, c'est vrai que vous savez très bien, je sais bien assumer mes propos, de toute façon. Donc, assumez. Donc, je sais, je pense que parmi les trois que nous voyons, Éric Ngoundété a une certaine avance, vice-président de l'Assemblée nationale, avec tout le parcours qu'on lui connaît, avec la tempérance qu'on lui connaît. Vous imaginez tout ce que Éric Ngoundété a pu connaître. La fausse note qu'on peut lui reprocher, c'est qu'en 2026, il est allé soutenir Lionel Zissou après avoir combattu Boni Yayi pendant des années. Mais au-delà de tout, c'est-à-dire... Nous sommes sur un terrain politique et on a pu voir sa constance depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Au-delà de tout, je ne trahis aucun secret pour dire certainement qu'il y aurait des propositions. Et pourtant, il est resté égal à lui-même. Président du parti politique, après Boni Yayi est venu pour lui ravir la vedette, pour ravir la vedette. Enfin, non, je pense qu'il faut mieux dire les choses. Mais il était président du parti. Oui, président du parti. Après, il a cédé sa place au président d'honneur. Bon, d'accord. C'est mieux dire président comme ça. Du parti, c'est plus diplomatique. Président du parti, ça, voilà. Président du parti, ça mais président du parti, on l'a laissé là, on est allé chercher d'autres personnes pour être candidat en 2021, par exemple. Il est resté calme. Oui, ok, d'accord. Donc cette tempérance, au moins, par exemple, je crois que c'est des choses à mettre sur la table. Vous dites que oui, attendons de voir. Je ne suis pas militant de leur formation, j'attends de voir ce que les militants de leur formation politique vont décider. Vivement qu'ils fassent... Parce que dans la perspective de 2026, l'enjeu est détail. Il va falloir faire très attention pour ne pas tomber dans le piège de la mouvance dans une certaine mesure et perdre. C'est-à-dire qu'à tout vent, vouloir imposer un candidat pour cette formation politique en 2026, c'est permettre au pouvoir en place de gagner haut la main. Allez, avec Nassiara, toujours dans la perspective de la présidentielle de 2026, Laurent Roland Tonekes, le quotidien écrit « Les évangélistes au cœur des grandes tractations ». Oui, les évangélistes, bon, en fait, quand on dit, je vais juste peut-être faire présidentiel. Je vais peut-être faire une petite nuance. Les évangéliques, les évangélistes. Évangéliste, c'est comme un pasteur. Donc les évangéliques, voilà. Donc les évangéliques au cœur des grandes tractations. Oui, aujourd'hui, on voit que les chrétiens évangéliques sont beaucoup plus connectés à la chose politique, et avec les suscitations de candidatures qu'on a pu voir. Avec ces agrégaires. Non, mais c'est ma position, j'ai toujours dit que je l'assume. et puis avec ceux-là qui partagent l'idéologie de nation. Sauf qu'on a eu un pasteur président de la République.
Qui était le pasteur au Bénin ici? Enfin, vers la fin de son mandat. Il n'était pas pasteur, il a dit après son mandat voilà, qu'il deviendra pasteur. Et on l'a vu s'entourer de plein de pasteurs. Oui, et puis, et je le dis, hein, il y en a eu. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Au sommet de l'État, il y en a eu au sommet de l'État. Non, l'une des causes de l'échec de Boni Yayi était aussi la cause, le fait de beaucoup de pasteurs qui l'ont entouré, qui en réalité se sont un peu écartés de l'éthique en politique, se sont écartés de l'éthique conformément à ce que recommande la Bible à un moment donné. Parce que quand on regarde le bilan de Boni Yayi à un moment donné, il y a beaucoup de pasteurs qui l'ont entouré à l'époque. Mais quel était leur bilan? Qu'est-ce que cela lui proposait? Quel était leur mode de vie dans une certaine mesure? Tout ça a contribué à plomber Boni Yayi. Bon, là, maintenant, nous sommes encore dans la perspective de 2026. Je crois que, et j'ai toujours dit que les 10 ans que nous traversons, où beaucoup se battent à dire que c'est chaud, je dis oui, mais écoutez, c'est le prix à payer. Quand vous avez quelque chose en main que vous ne savez pas bien l'entretenir, Dieu vous l'arrache et donne à quelqu'un d'autre, amène la personne peut-être à gérer pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'il faut souffrir. En tout cas, dans une certaine mesure, moi je pense sincèrement qu'aujourd'hui, les évangéliques au cœur des tractations, d'accord, mais il va falloir faire les choses normalement. Il va falloir faire les choses normalement en mettant sur la table, au-delà de ce qu'on négocie pour que quelqu'un vienne au pouvoir, quel sera le mode de vie des chrétiens? Est-ce qu'on aura des chrétiens qui vivront dans le bling-bling, dans une certaine mesure, oubliant la misère des peuples, dans une certaine mesure, oubliant la misère des peuples dans les contrées les plus reculées du Bénin? On a pu voir ça dans ce pays. Ils peuvent ne pas être d'accord avec moi. En tout cas, c'est moi qui le dis. J'ai eu le temps de constater, parce qu'au moins, quand même, à un moment donné, j'étais pas loin de ce qui s'était passé. Donc, je pense sincèrement que... Vous êtes plus ou moins comptable. Je ne suis pas comptable, pardon, à aucun moment. Ne répondez pas. À aucun moment. Ne répondez pas. Voilà. Donc, moi, je crois que les évangéliques, d'accord, mais il va falloir faire attention à ne pas nous proposer un candidat tout fait pour dire que voilà, c'est la bonne personne, alors qu'en réalité, derrière, d'autres ont leurs intérêts, et puis après, ils vont prendre en otage le chef de l'État, tout comme beaucoup avaient pris en otage Boni Yayi. Boni Yayi avait été pris en otage. Et on connaît les résultats. Allez, cette bonne nouvelle avec Davy Info, Laurent Roland Toninquez, renforcement en équipement des établissements hospitaliers du Bénin. Le centre hospitalier de l'OME à Porto Novo bénéficie d'un scanner. C'est une bonne nouvelle. On a toujours dénoncé. Il faut donner du matériel au centre de santé parce que vous imaginez que des centres de santé ne disposent pas de scanners, ne disposent pas d'un certain nombre de matériel de base pour les opérations et les consultations. Et donc, si on apprend, parce que je vois l'information à la une... Il y a le télégramme qui également, il y a au moins deux ou trois qui... de 796 agents contractuels. En dehors du recrutement, le recrutement, on le fait chaque année, désormais on fait le recrutement. Mais un homme, une mission, des moyens. Bien sûr. Donc vous recrutez les gens, vous leur confiez une mission, mais ils n'ont pas de moyens. Donc aujourd'hui, au moins, on a maintenant la certitude qu'il y a des hommes qui sont recrutés. La mission est là, on aura aussi les moyens pour accompagner, comment vous appelez, pour accomplir à bien cette mission. C'est une bonne nouvelle. Vivement que dans tous les centres dont nous avons besoin de ces scanners, qu'on puisse pouvoir ces centres de scanners, d'un certain nombre de matériel. Quand vous imaginez un médecin dit que c'est lui qui a dû sortir un cathéter de son sac pour soigner un malade, quand il dit que c'est lui qui a dû sortir son thermomètre, c'est autre chose. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le centre de santé. Et ce dont je parle, ça s'est passé dans l'un des plus grands centres du Bénin. Je ne vais pas citer le nom. Mais ils savent très bien qu'il y a des choses dont les agents de santé ont besoin. Malheureusement, les 10 jours de grève par an, avec la pression ou la répression qui pourrait accompagner si entre-temps vous vous entêtez, fait que que beaucoup n'ont pas le courage maintenant de dénoncer ou de parler. Beaucoup subissent en silence. Et subir en silence ne veut pas dire que le gouvernement aussi va baisser les bras, ne pas agir. Je pense que le gouvernement ferait mieux, puisque je sais qu'il y a des missions de contrôle régulièrement dans les centres de santé aujourd'hui. Au CNHU, les gens reçoivent régulièrement des missions de contrôle. Et ceux-là qui font les missions de contrôle n'ont qu'à faire de bonnes fiches au chef de l'État, de bons rapports pour qu'on puisse régler les problèmes des agents, leur donner les moyens qu'il faut.
Une autre nouvelle, cette fois-ci avec le quotidien Le Matinal. Laurent Roland Tonneikes, violation de la sacralité du costume professionnel. L'huissier Béranger Agbouba, suspendu pour 5 mois. Oui, l'huissier Agbouba a été suspendu. On a pu voir au thème du Conseil des ministres d'hier qu'il a été suspendu, suspension temporaire. Oui, à un moment donné, il réclamait ses droits. Oui, à un moment donné, il demandait que justice soit faite dans une certaine mesure parce qu'il estimait qu'il était victime d'une injustice sociale dans une certaine mesure. Et puis après, il aurait dû peut-être, en tout cas selon les explications, et puis quelque part c'est vrai, on ne va pas soutenir pour soutenir quelqu'un même s'il est en difficulté. Son erreur, c'est d'avoir porté sa toge pour aller faire la réclamation dont il, en tout cas pour demander justice dans une mesure. Il aurait dû se passer de... Pour impressionner, sauf que finalement... Oui, ce que moi je pense dans son message en portant sa tenue professionnelle, je pense que c'était peut-être ça, passe un message pour dire nul n'est à l'abri des situations, dirais-je, d'injustice ou situations malheureuses dans ce pays. Nul n'est à l'abri, quel qu'en soit votre statut. Il se peut que vous vous retrouvez dans cette situation, parce que lui, issu de justice professionnel du droit, se retrouve dans cette difficulté. Peut-être qu'il passait un message à travers ça. Mais non, soyons totalement honnêtes. Non, moi, je n'ai pas dit, je n'ai pas encouragé. Voilà, je n'ai pas encouragé. Si l'intention, c'est de passer ce message, c'est qu'il le dit clairement. Mais quand vous y allez avec habillé de votre uniforme, cela suppose que oui, c'est une manière, il y a une volonté derrière, oui, de faire passer un message, mais c'est celui d'impressionner et de faire savoir que je suis peut-être, alors impressionné, pas négativement, forcément, mais de faire passer un message suivant lequel, oui, je suis, voilà, du corps de la justice, d'une manière ou d'une autre. Donc, faites attention à ce que vous faites. Voilà. Ce qui est sûr, ce n'est pas là que les gens savent qu'il est du corps de la justice. Évidemment. Parce qu'il a bien dit qu'il a écrit, il a saisi les autorités à plusieurs reprises. Oui, mais vous savez que ceux qui sont venus exécuter les commandes n'ont pas forcément... Ceux qui viennent exécuter ont toujours un document en main qui leur permet de lire et de savoir à qui ils ont affaire et de savoir ce qu'ils ont fait. Donc, Normalement. Donc, oui, mais vous ne me direz pas qu'ils sont venus là anormalement sans les documents de base, sans savoir ce qu'ils veulent faire. En tout cas, bref, de toute façon, il est suspendu. Ça a créé un peu de peine pour beaucoup de citoyens. J'étais dans des milieux hier où les gens critiquaient, mais au moins, il y avait une certaine objectivité dans les critiques pour dire, ben, écoutez, quelque part aussi sa tenue qu'il a portée, peut-être c'est pour ça. Mais maintenant, c'est une suspension temporaire de bien sûr, 5 mois. Je lis 5 mois ce matin. Je crois qu'au-delà des 5 mois, qu'on va le rétablir et qu'on ne va pas lui faire vivre toute chose. On ne va pas lui infliger la double peine non plus. Parce que évidemment. Non, c'est tout souhait. Voilà, c'est tout souhait, c'est qu'au terme de cette suspension temporaire, qu'on le rétablisse dans ses droits, en tout cas dans sa profession, qu'il continue. Bon, maintenant, après, c'est pour que d'autres personnes n'en arrivent pas à faire les mêmes choses en portant les tenues professionnelles pour réclamer quelque part que ce soit. Parce qu'on parle de la sacralité du costume professionnel. Allez, Laurent Roland Tonneikes, autre fait d'actualité avec le matinal, restons tout simplement. Infraction au code de la route, une deuxième phase de répression annoncée pour fin avril. La précision, plus de 500 personnes verbalisées dans le littoral par jour. Oui. C'est la première phase en tout cas. Plus de 500 personnes, je crois que même dans l'Atlantique, on aura plus que ça. Beaucoup plus que ça par jour. Sur du littoral. Oui, voilà. Et je crois que de plus en plus, les gens ont pris conscience. Oui. Les gens portent leur casque. Les usagers des motos portent leur casque. Je voudrais passer un message, si vous permettez, aux émissions ce matin déjà, parce que pour leur rappeler que ceux qui ont un second casque, ils n'ont qu'à écrire leur numéro sur leur casque. Comme ça a été fait par certains conducteurs de taxi moto dans certains milieux du Bénin. Ils n'ont qu'à écrire leur numéro sur leur casque. Et donc, du coup, dès lors que... Sur les deux ou sur le second? Sur le casque du client. Et puis mettre le numéro d'immatriculation en tant que ZIM sur le casque et leur numéro de téléphone. Je suppose que si un client emporte leur casque... Parce que ça peut arriver, justement. C'est arrivé malheureusement chez moi. Quand mon épouse voulait en sortir la semaine dernière, au lieu de prendre son casque à la maison, elle était
pressé. Sorti sans le casque. Et a pris un autre casque sur les épaules et a descendu à Tokpa pour aller acheter. Elle a oublié qu'elle avait le casque sur la partie. tête. Donc le temps de se rappeler, de remarquer qu'elle avait le casque, de revenir, les épaules n'étaient plus là. Donc les épaules aussi a oublié. Oui, les épaules aussi a oublié. Donc elle est revenue après, elle a cherché les épaules. Le casque est chez moi. J'ai de la peine à voir le casque chaque jour. C'est ça. Parce que c'est pas que moi j'ai mon casque, il y a aussi un second casque pour elle. Donc j'ai de la peine à voir ce Zim se débattre pour aller acheter encore un autre casque. Alors que s'il y avait son numéro sur le casque, j'aurais dû l'appeler pour lui dire que voilà, en tout cas. Venez me voir à tel carrefour, vous prenez votre casque. Donc tous les Zim, si c'était reçu ce matin, de leur passer le message qu'ils essaient de trouver le correcteur. Ce que les policiers écrivent, prennent pour... C'est ce qu'on appelle feutre. Voilà. Non, ce n'est pas feutre, c'est différent. Pas feutre. Les correcteurs, c'est ça que les amis utilisent quand les policiers utilisent, quand ils saisissent votre moto, ils écrivent sur ça avec. D'accord, ok, je vois. Donc ils peuvent utiliser ça pour écrire le numéro sur les casques. Ça permet aux gens de facilement les appeler après et de leur remettre leur casque. En tout cas, si les gens sont de bonne foi. Oui. Alors, donc, moi, je pense que pour les répressions, oui, ça prend, les gens respectent. Mais je crois que pour la deuxième phase qui est annoncée, quand vous êtes dans un véhicule, tout le monde doit pouvoir mettre la ceinture de sécurité. Par exemple. Oui, c'est très important parce qu'il est arrivé des accidents où ceux qui sont devant sont avec la ceinture de sécurité, mais ceux qui sont derrière ont pris le coup, en sont morts. Donc, oui, le code exige qu'il faut mettre la ceinture de sécurité. Il n'y a même pas de débat en la matière. Les taximens, on a dit qu'il faut prendre pas plus de 3 personnes derrière, une personne devant, parce qu'au moins les 3 personnes derrière, elles peuvent mettre leur ceinture de sécurité. C'est vrai que le coût du transport sera un peu élevé, hein, malheureusement, parce que par rapport à ça. Mais il va falloir, c'est le prix de la vie. Ce n'est pas 1000 francs que je vais ajouter au transport pour aller à Bomé qui fait que je vais peut-être commencer pas ronchonner, ne pas vouloir payer, ne pas mettre la ceinture de sécurité. S'il y a un incident en arrivant, c'est moi qui paye le prix. Donc, il va falloir revoir tout ça, voir comment on peut faire. Ici, il y a aussi possibilité pour le gouvernement, c'est une doléance, de subventionner les produits pétroliers pour revoir le prix un peu à la baisse. Parce que là, ça remonte. Hein. Voilà, pour revoir un peu à la baisse le prix, ça permettra aux taximens de revoir les coûts du transport et ça ne va pas jouer sur eux, malheureusement. Malheureusement, si on ne fait pas, ça va jouer sur eux. Vous savez très bien que quand vous voulez prendre un taxi, c'est ça qui fait que certains parmi eux sont obligés de faire la surcharge, malheureusement. On ne va pas encourager ça, mais la situation parfois les y oblige. En mode de football, Laurent Roland-Antonin avec les 4 vérités ce matin qui annonce le déclassement du stade général Mathieu Kérékou. Le Bénin jouera ses prochains matchs en Côte d'Ivoire. Oui, la grosse déception du mois de mars qui continue pour le mois d'avril, c'est que ce stade que nous avions chanté de tous nos voeux pour dire que c'est rénové avec les normes internationales, avec un expert dépêché pour arranger la pelouse. On a pu voir l'image de l'expert sur le terrain en train de jouer au ballon. On a pu voir le ministre Omeki venir faire son show sur le terrain tel un chevalier qui veut convaincre la princesse dans une certaine mesure pour nous dire tout le bien de ce stade et que 2 ans après on dise que ce stade ne répond pas. C'est bien triste. Et puis c'est quand même 13 milliards engloutis. Il y a une première mission de contrôle qui devait être allée en Chine pour la rénovation de ce stade. Le montant qui était prévu au cours de cette première mission, ce n'était pas 13 milliards. Pourquoi, entre-temps, ça a changé? Le premier montant a changé pour devenir 13 milliards. Et puis après, malgré les 13 milliards, on en est là à avoir des problèmes. Qui a posé les sièges au stade général Mathieu Kérékou, les sièges qui créent une sorte de gale aux supporters des Guépards? Nous avons bien des informations. Mais je sais que le gouvernement aussi a des informations. On veut voir clair dans ce dossier, s'il vous plaît. Football toujours. On sort rapidement, on va au Cameroun avec la FECAFOOT qui s'oppose à la nomination unilatérale du sélectionneur Marc Brice Samuel Eto'o, qui n'en finit pas avec... Moi, si j'ai un conseil à donner à Samuel Eto'o ce matin, c'est qu'il laisse tomber. S'il s'aime suffisamment, c'est qu'il laisse tomber. On ne peut pas... On a l'habitude de dire on fera le bonheur des gens contre leur gré. Mais ce n'est pas dans tous les cas. Mais il est quand même président de la fédération. Mon cher Ahmed Arikba, vous êtes président d'une fédération. Mais des choses se passent. Depuis qu'il est là, il n'y a que des crises. Crise sur crise.
Il a les moyens. Que veut-il? Si les gens ne veulent pas changer. Il veut que le football non, mais les gens ne sont pas prêts pour ça. Soit ici au firmament. Mais écoutez, le Cameroun, c'est une jungle. Il le sait mieux que quiconque. Peut-être qu'il ferait mieux de démissionner à nouveau. Vous savez qu'après la débâcle à la CAN, il était prêt à démissionner. Il dépose la démission, qu'il veuille ou pas, que les gens veuillent ou pas. Il dépose la démission, il s'en va. Il a des intérêts ailleurs, il a des entreprises. Il n'a qu'à se concentrer sur ses affaires. Parce qu'à cette allure, je crains le pire pour lui, en réalité. Parce qu'il est dans un milieu où, malheureusement, les gens ne l'aiment pas, en griffe. Hein. Et c'est des crises. S'il n'y a pas de crise, que 3 mois après, il y a une autre crise, il y a des problèmes. Si ce n'est pas problème avec tel joueur, c'est problème avec tel membre du staff technique, des trucs comme ça. Et je dis, pourquoi il s'accroche à ça? Ce n'est pas partout, ce n'est pas à tout prix qu'il faut faire des réformes. Si les gens ne sont pas d'accord, vous laissez tomber, vous observez de loin. Après, le peuple vous donnera raison. Et c'est peut-être en ce moment que les gens peuvent maintenant, à l'unanimité, demander que vous veniez. Pour montrer, il faut moi, à sa place, qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qu'il veut encore? Gérer, c'est comme si... Là, c'est beaucoup plus une question, on va dire, d'orgueil. D'orgueil, mais j'ai l'impression que gérer l'Africa Foot, vous... Évidemment du matériel qu'il poursuit, enfin, il ne poursuit pas le matériel. C'est une question d'orgueil. Il a envie d'apporter un peu plus au football camerounais, peut-être de rendre au football camerounais ce que quel orgueil qui peut vous coûter, quel orgueil qui peut vous coûter parfois la vie. Vous pensez que sa vie non, mais ce qu'il fait là, menacée? Mais ce qu'il fait là, il risque sa vie. Mais vous risquez votre vie aussi, Laurent Roland. Non, mais moi je le dis toujours. Vous risquez aussi votre vie. Je risque ma vie, mais Dieu s'en occupe pas. Peut-être que vous êtes fait justement de la même matière. Non, moi, c'est deux cas différents. Moi, je risque ma vie, peut-être, vous allez dire, peut-être que les acteurs politiques se sentiront gênés par peut-être mes propos à un moment donné. Mais je dis, moi, c'est Dieu. Hein. Je sais que Samuel Etoo, c'est tellement croire en Dieu. Mais le reste, c'est qu'à un moment donné, quand vous... Là où il est là, à sa place, si j'étais là, moi je laissais tomber. D'accord. Allez, celui-ci n'entend pas laisser tomber ce projet de révision constitutionnelle. Nous sommes au Togo. Le président de la République a par contre initié un mouvement de consultation de la base. On parle de deuxième lecture. Il réitère son engagement pour une gouvernance réactive et attentive aux besoins de sa population. Les parlementaires invités au dialogue constructif avec la base. Entre-temps, l'élection a été reportée. Oui, l'élection, une fois encore reportée. Oui, une fois encore reportée. Fort qui joue, en tout cas, joue avec son peuple en griffe. Hein. Vous parlez d'un président de la République. Oui, mais il joue avec son peuple. C'est-à-dire? Il a reporté, après, ils ont amené une révision de la Constitution, et puis après, il fait semblant de dire qu'il faut une deuxième lecture. Il demande une deuxième lecture. Deuxième lecture, il veut changer quoi dedans? Enfin, pour avoir un consensus, pour expliquer, pour que les uns et les autres comprennent les consensus? Ils vont faire semblant de se promener un peu dans Vous auriez souhaité alors ils vont faire semblant vous auriez souhaité qu'ils foncent et qu'ils... C'est pas moi qui l'a... C'est pas moi. C'est pas Laurent. Conteste. C'est pas Laurent Tony qu'est-ce qu'il demande à Fort de foncer. Fort sait bien qu'il veut foncer. Mais il va faire semblant d'envoyer les gens dans les localités du Togo se promener un peu pour dire aux gens que, voilà... Pour expliquer. Mais quoi? C'est des trucs comme ça, ils vont dire, mais ils vont expliquer ça aux Togolais. Ils vont essayer de les baratiner un peu. Ils reviendront à l'Assemblée nationale pour dire, bon, ils ont lu... Ils vont dire aux Togolais. Et puis, ils vont dire, mais ils vont revenir à l'Assemblée et dire aux Togolais, écoutez, bon, on va... Les Togolais ne sont pas d'accord. Et puis après, ils vont enlever peut-être une disposition, hein. Voilà, peut-être. Donc après, ils reviendront peut-être faire une conférence pour dire, mais quoi, mais il y a de l'eau. Des trucs comme ça, et puis c'est fini, ils vont dire, Fort ne veut pas quitter le pouvoir. Et je vous ai déjà dit, Fort va s'arranger. Ils vont continuer avec cette réforme de la Constitution. Il sera le tout-puissant. En fait, je pense un des ministres de son gouvernement sur une radio internationale ce matin qui disait clairement que la vision du gouvernement, donc du chef de l'État, n'est pas d'abandonner
cette réforme, en tout cas cette révision, c'est d'expliquer, Oui, c'est de en faire, fait, d'obtenir un consensus autour. c'est un peu, C'est très clair en fait. un Voilà, peu de la distraction pour dire, bon, ok, le chef de l'État, Yassine Bey a demandé une deuxième relecture, ça va voilà, calmer un peu les ça tensions. prouve, voilà, ça prouve qu'on est à l'écoute quand Parce même que la des conférence des évêques populations. a demandé de ne pas promulguer, Oui, et donc il va calmer un peu les adhérents, et puis du jour au lendemain, comme ils l'ont fait une nuit, on va dire, bon, il y a plénière, puisqu'ils ont la majorité au Parlement. D'ailleurs, même dans une certaine mesure, ils vont continuer à faire ce qu'ils font là. Et puis après, la Constitution sera mise en vigueur. oui. Ils iront, c'est en ce moment qu'il va programmer les élections législatives. Et dès lors que son parti aura la majorité, étant donné que la loi dit que c'est le président de la partie qui a la majorité au Parlement qui est d'office le président du Conseil, Faure va laisser le titre de président peut-être qui honorifique à quelqu'un d'autre. Voilà, Il deviendra président du Conseil, tout puissant président du Conseil. Une sorte de Premier ministre. Oui. Voilà. Tout puissant président, parce que c'est lui qui représente le Togo partout, qui fera le tour du monde. Donc, Faure, il est assez ingénieux. Faure est assez fort, direz-vous. Merci. Parfois, on n'est jamais nul, n'est fort éternellement. Évidemment. Merci à vous, Laurent Roland.